Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Air Liquide? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller très rapidement parce qu'on a déjà parlé de cette compagnie précédemment. Quantitativement, c'est très beau à voir, etc. Mais c'est le prix, à la limite, on était juste correctement évalué. Mais sur les dernières vidéos également, quand on avait fait l'analyse ici de Linde et de APD, on s'était rendu compte que ces deux concurrents à Air Liquide là ont des marges bien plus élevées que Air Liquide. Donc on se pose à peu près aux alentours d'une trentaine de pourcents ici en termes d'EBITDA. Ok, je pense également que les marges de free cash flow et les marges nettes ici ont tendance à être plus élevées sur ces compagnies-là. On se posait donc la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ces marges-là sont plus élevées? Ok, et est-ce que Air Liquide a la capacité d'augmenter ses marges? D'accord? Donc, c'est le genre de question qu'il faudrait poser quand vous allez lire les rapports financiers. Dans tous les cas, ou bien écouter les conférences call. D'accord? Donc, on va aller ici, on va d'abord regarder le revenu de la compagnie. Bon, revenu, croissance du revenu, on aime ça. Ici, on peut voir que nous avons une croissance à la fois organique, mais également par acquisition. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que quand on a une croissance uniquement organique, vous allez vous rendre compte qu'on aura tendance à avoir une ligne droite. Comme ça, elle sera plutôt plate et droite. Alors, quand on a des acquisitions ici, on aura tendance à avoir des zigzags. Ce n'est pas des acquisitions de plusieurs milliards, parfois ça peut être des centaines de millions, etc. Mais voilà, la pandémie également est passée par là, donc n'oubliez pas, il faut aller vérifier si elle n'a pas augmenté les prix ou quoi que ce soit. Mais là, on a d'abord une croissance des revenus, on aime ça. Maintenant, le plus important, c'est de savoir, est-ce que les revenus actuels vont rester au moins à 29 milliards pour les années à venir, ou bien on est sur une période exceptionnelle. Toujours aller vérifier. OK? Ensuite, on va regarder la marge brute. La marge brute, c'est bien que que le revenu soit croissant, mais est-ce que les marges brutes sont au moins stables? Et ici, on a des marges moyennes de 61%. En date d'aujourd'hui, nous avons 56% de marge brute. Donc, on a une différence. En tout cas, sur les derniers mois, par rapport à la dernière publication des résultats ici, on a à peu près, ça se situe au mois de juin, d'accord? Donc, on a à peu près une entreprise ici qui a des marges de 56%. Donc, c'est différent, c'est en dessous de la moyenne. Maintenant, il faudra aller vérifier pourquoi. Ce n'est pas parce qu'elle a des marges de 56%, des marges brutes de 56% qu'elle aura forcément des marges EBITDA moins élevées. Il faut toujours également aller vérifier. Il faut comparer toutes les marges ici, mettre ça sur le même tableau. OK? Ici, on constate, bon, ça va dans le même sens, hein, mais on regarde quand même la médiane. OK? Ça ne veut pas forcément dire que non, c'est mauvais, etc. Non, on constate. Et quand on constate maintenant, ça nous permet d'aller poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. OK? Donc, ça ne sert à rien de lire les rapports financiers si vous n'avez pas un ensemble de questions à poser. On regarde les chiffres. Pourquoi est-ce qu'il y a une décroissance ici? Telle année, je dois aller regarder. Donc, je dois regarder les rapports financiers 2006, 2007. Voilà, vous pouvez vérifier peut-être les conférences call de la même période également. OK? On constate ici que les marges EBITDA ont tendance à beaucoup varier. Bon, alors ça, c'est 26 et 23%. D'accord? Quand on les met sur les 10 dernières années, on est à peu près aux alentours de 24% en moyenne. Mais vous remarquez que malgré la baisse ici des marges brutes, les marges EBITDA sont quand même à peu près à des niveaux qu'on a connus par le passé. OK? Donc, sans doute ici, l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente. C'est une bonne chose. OK? Ou bien elle a coupé ici un coût variable. On ne sait jamais. Il faudrait aller regarder ça également. Pourquoi est-ce que les marges EBITDA arrivent à peu près à rester au même niveau alors que les marges brutes ont baissé à peu près ici? On a vu de 5 points par là. Quand on regarde la marge brute ici, on a à peu près combien? 6, de 5 points par là. Donc techniquement, on devrait s'attendre également à une baisse ici de 5 points par rapport à la moyenne, mais ce n'est pas le cas. Ici, on a plutôt 1 point de différence. 1%, pas 1 point, parce que 1 point, c'est 0,01%. D'accord? Donc, on a 100 points de différence. 100 points, c'est 1%. OK? Alors, c'est correct. Jusqu'à présent, voilà, ça peut être dû à la conjoncture actuelle, etc. Est-ce que les coûts de production ont augmenté, etc. Donc, il faut aller vérifier ça. OK? Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Et ça, je sais déjà que le nombre d'actions va augmenter. Parce que Air Liquide a tendance à distribuer des actions gratuites. Parfois également, elle fait des acquisitions, parce que je pense qu'elle a fait une acquisition entre 2016 par là. C'est la raison pour laquelle il y a cette accélération-ci. Moi, je n'ai pas de problème avec l'émission de nouvelles actions. Mais il faut savoir à peu près dans quel contexte on émet de nouvelles actions. Si on émet de nouvelles actions pour faire l'acquisition d'une entité, et que même après l'augmentation des nouvelles actions, que je ne sois pas dilué du point de vue réduction des bénéfices nets par action, d'accord, ça ne me dérange pas. D'accord? Ça ne me dérange pas. Mais si on me dilue, mais si on augmente le nombre d'actions et que mon bénéfice net par action diminue, ce n'est pas bon. Je pense ici que V-Invest a fait une vidéo à ce sujet, qui est généralement une vidéo polémique, surtout quand on parle de Air Liquide,
D'aucuns adorent Air Liquide. Et justement, ils adorent Air Liquide parce qu'il y a toujours les actions gratuites. Mais comme je l'ai toujours dit, hein, les amis, si Air Liquide avait plutôt racheté ses actions ici, ça aurait été mieux que de donner une action gratuite à chaque fois. Je ne suis pas en train de vous dire ici que voilà, c'est mauvais, etc. Tant que le bénéfice net par action augmente, j'ai pas de souci. D'accord? Donc, on peut voir ici que Air Liquide, le bénéfice net ici, en termes de volume, a augmenté année après année. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo de V-Invest, de vous abonner également. Donc, on a fait, allez-y voir celle-ci. On aurait pu rajouter quelque chose, hein, parce que dans cette vidéo-là, c'est ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Mais on aurait pu rajouter que tant que les bénéfices nets par action augmentent, on n'a pas de souci par rapport à ça. OK? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais quand les bénéfices nets par action commencent à stagner ou diminuer, l'émission de nouvelles actions n'est pas recommandée. Émettre également de nouvelles actions permet à l'action de Air Liquide d'être moins volatile. Tout simplement parce que les petits porteurs sont moins enclins à vendre rapidement. Hormis le fait que ce soit une entreprise excellente ici, mais les petits porteurs sont moins enclins ici à vendre, tout simplement parce qu'ils attendent leurs actions gratuites. OK? So, moi je vous dirais, n'investissez pas sur Air Liquide pour les actions gratuites. Investissez sur Air Liquide parce que l'entreprise est extraordinaire et parce que vous achetez une entreprise extraordinaire à un bon prix. OK? À un prix correct. D'accord? Donc, le prix, les actions gratuites, etc., j'aurais préféré qu'on rachète massivement. Donc, moi, j'aime bien aller dans le compte. Surtout pour Air Liquide. Elle peut se permettre de racheter ses actions. Mais si on avait une rate ici, là, le raisonnement aurait été totalement différent. Donc, ici, c'est vraiment au cas par cas. Certaines entreprises peuvent faire la même chose que Air Liquide, mais n'auront pas forcément le même résultat parce que peut-être que les marchés finaux ici ne sont pas en croissance, donc on n'aura pas tendance à augmenter les bénéfices nets en termes de volume. Et quand on parle de bénéfices nets en termes de volume ici, on va comparer les free cash flow et les net income, histoire de voir s'ils parlent le même langage. Vous voyez cette courbe-là? Tant qu'elle est croissante, émettez de nouvelles actions, il n'y a pas de souci. OK? Tant qu'elle est croissante. Mais à partir du moment où on va commencer à stagner, l'émission de nouvelles actions n'est pas recommandée. OK? En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais on rejoint tous une chose, ce qui nous réunit ici, c'est d'abord la qualité de Air Liquide. Parce que l'émission de nouvelles actions n'influence pas la valeur de la compagnie. OK? Ça ne va pas influencer la valeur globale de la compagnie, mais le prix par action. Donc, faites attention. Ici, si l'entreprise vaut 100 milliards avec 100 millions d'actions ici, elle vaudra également 100 milliards avec 200 millions d'actions. OK? C'est juste le bénéfice, c'est juste le prix par action qui va avoir tendance à changer. Et ça peut avoir un impact globalement. OK? On revient ici. Net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? On voit ici que oui, sur les dernières années, depuis 2018 à peu près, on va dans le même sens. On aime ça. On aime ça. Pour quelqu'un également qui aimerait vérifier pourquoi est-ce qu'on a eu des free cash flow moins élevés que les net income pendant plusieurs années entre 2006 et 2016. Ça serait également intéressant à voir. Peut-être parce qu'on a investi massivement ici dans la dépense en capital. On va également regarder le CAPEX par rapport au revenu, s'il a diminué ou plutôt s'il est resté stable. On voit qu'il est plutôt resté stable ici. Enfin, on a une légère diminution, mais voilà. On peut dire qu'on a une légère diminution dans l'ensemble. OK, donc la raison est peut-être due ici à la diminution du CAPEX. En tout cas, maintenant, les deux vont dans le même sens, ce qui veut dire que le net income et les free cash flow, le net income margin pourrait donner une bonne information par rapport à la marge des free cash flow de la compagnie. Et ici, je les prends en termes de médiane. OK, et ce qui m'intéresse avant tout, c'est de vérifier si on a une augmentation, au moins une stabilité. Première chose, c'est la stabilité. Deuxième chose, c'est l'augmentation. OK? Donc, est-ce qu'on a une stabilité? Oui. Sur les 10 dernières années, on a à peu près une stabilité à 10,68%. Parfois, c'est moins que ça, mais en moyenne, en médiane, je peux faire la médiane par rapport à la moyenne, on a à peu près du 10,89%. C'est bien ça? Non, 10,69%. OK? Donc, je pourrais également aller regarder sur les 5 dernières années. On a à peu près du 10,41%. Donc, on a à peu près par là 10,7, 10,41%. OK, donc c'est plutôt stable ici. On voit également ici que malgré le fait que la marge brute est diminuée, que l'EBITDA soit légèrement moins élevé, on est toujours au niveau de la moyenne des bénéfices nets. Et ça, c'est intéressant. OK, malgré le fait également que le nombre d'actions est augmenté. OK, donc c'est déjà une bonne chose. On continue, on va regarder la dette nette sur EBITDA. Alors, dette nette sur EBITDA ici c'est 1,6.
Et la dette nette sur EBITDA a tendance à diminuer. Et quand la dette nette sur EBITDA diminue, c'est soit parce que la dette nette diminue, soit parce que l'EBITDA augmente. C'est pour ça qu'il faut toujours aller vérifier. 1. La dette nette, en termes de volume, qu'est-ce qu'on obtient? Stabilité plutôt de la dette nette. Enfin, par rapport à ce qu'on a connu en 2015, ici, on a plutôt une réduction de moitié. Mais c'est plutôt stable depuis à peu près 2000... voilà, on va se dire, disons, depuis 2018, ici, on est à peu près au même niveau, 12, 11 milliards par là. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle on a des EBITDA, la dette nette sur EBITDA en diminution, le ratio dette nette sur EBITDA en diminution, c'est uniquement parce que l'EBITDA est en croissance. Très bien, c'est parfait. Maintenant, une fois qu'on a les volumes de dette nette ici, on aimerait les comparer par rapport au net income. En combien d'années on peut repayer la dette ici avec uniquement les bénéfices nets ou avec les free cash flow, de préférence avec les free cash flow, vu que les net income et free cash flow vont dans le même sens ici, on prend les net income, on peut repayer la dette nette ici en, disons, 2 ans et demi, parce que c'est 7 milliards, non, excusez-moi, c'est à peu près une douzaine de milliards ici, 12 milliards divisé par 3,2, c'est à peu près, on peut repayer la dette nette ici en moins de 4 ans, et c'est parfait, ok? Nous, on recherche ici à peu près moins de 10 ans avec les free cash flow et inférieur à 5 avec les EBITDA. Mais retenez toujours qu'on rembourse la dette ici avec les free cash flow. Et toujours aller regarder la maturité moyenne de cette dette, les taux d'intérêt, etc. Donc, on doit encore aller questionner autre chose quand on va regarder la dette. OK? On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Et je rappelle ici qu'on va réfléchir en termes de rendement. Nous avons une entreprise ici. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie ici? Généralement, il paye 25 fois les bénéfices par là. Les gens sont fous de Air Liquide. C'est une très belle entreprise. Mais voilà. On va vérifier ici la médiane, la médiane ici en termes de PER est aux alentours de 20 fois. D'accord? Sur les 20 dernières années. Donc, retenez que sur à peu près, si on prend les 5 dernières années, on a à peu près une médiane à 26 fois, 27 fois les bénéfices. OK? Avec une croissance moyenne ici, voilà. Si je prends à peu près les 10 dernières années ici, une croissance moyenne ici de 6%. 25 fois les bénéfices pour 6%. Je n'aime pas ça. Mais attention, ça, c'est la croissance des revenus. Hein, parce que si on regarde la croissance des bénéfices nets, parce que ce serait même une bonne chose de comparer la croissance des bénéfices nets, c'est AGR. On va regarder les bénéfices nets ici, net income, voilà, on va prendre les 10 dernières années et on compare comme ça, ok? On prend les revenus. Les revenus sur les 10 dernières années, on a une croissance de 6,83%. Pour les bénéfices nets, on a à peu près ici du 5,66%. Ok, donc les revenus sont, sur les 10 dernières années, ont une croissance plus élevée que les bénéfices nets. Ça, c'est pas bon. OK, on aimerait au moins être dans au même niveau. Prenons les 5 dernières années. OK, donc c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait eu plus de revenus, on a forcément, en termes de croissance, en termes de volume, en termes de croissance ici en moyenne, on n'a pas eu le même niveau de bénéfices nets en moyenne. Donc quand on prend le raccourci ici de se dire que les bénéfices nets auront tendance à être similaires, la croissance des bénéfices nets aura tendance à être similaire à la croissance globale ici, ce n'est pas forcément vrai. Il faut toujours aller remettre les choses dans leur contexte, toujours aller vérifier ligne par ligne. OK? On prend ici les 5 dernières années. OK, parce que là, j'ai pris 10 ans. 5 dernières années, croissance moyenne, 6,55. Croissance moyenne des revenus, 8%. Donc, on voit déjà ici que les revenus ont tendance à être la croissance des revenus a tendance à être plus élevée que la croissance des bénéfices nets. D'accord? En termes de pourcentage. Et je pense également ici que ça peut-être la raison est peut-être simple, c'est l'impact de l'émission des nouvelles actions. Parce qu'entre à peu près entre 2019 et aujourd'hui, il y a sans doute eu des émissions, une émission de nouvelles actions ici. Donc, ça a sans doute impacté non, même pas. Ça, c'est le revenu global. Excusez-moi. C'est pas le bénéfice net par action. Non, non, non. C'est le revenu global, c'est le bénéfice net global. OK? Donc, excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec l'émission de nouvelles actions. OK? Ça n'a rien à voir avec l'émission de nouvelles actions. Mais je pense que ça se passe plutôt au niveau ici de la partie opérationnelle. Les charges opérationnelles ont augmenté également plus rapidement que le revenu. OK? Bref, on va faire simple. On va se dire que c'est correct. D'accord? Mais ne sous-entendez toujours pas toujours que croissance de 10% des revenus égale à croissance de 10% des bénéfices nets. Nous également, on a tendance à le faire. C'est un raccourci, mais juste ici pour rappeler qu'il faut toujours faire la différence entre les deux. Alors,
On termine ici par l'évaluation de la compagnie. On sait qu'on paye à peu près entre 20 et 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. OK? Si je paye 25 fois les bénéfices ici, il faut vraiment que le management ici me mentionne que le potentiel de croissance est élevé. OK? Et on a un potentiel également d'augmentation des marges. Surtout l'augmentation des marges. OK? Donc, sinon, j'aurais tendance à payer 20 fois les bénéfices, surtout en période inflationniste, même si elle a tendance à avoir un pricing power. OK? Je rappelle qu'en lien dans la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium Plus. C'est inscrit généralement ici au niveau de la Top Newsletter. D'accord? Donc, vous cliquez sur la Top Newsletter, ça va vous ramener sur la page du service Top Premium Plus et on a une promotion qui se termine le 10 du mois de novembre. Allez-y sur la page, vous allez voir de quoi il est question. OK? On en a déjà parlé ici. En tout cas, je reviens ici donc en description de la vidéo. Premier lien, c'est d'ailleurs le seul lien, c'est le nom c'est Top Newsletter. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page principale et vous allez voir ici le Top Premium Plus. OK, si ça vous parle, venez nous rejoindre. Sinon, on se revoit sur les prochaines vidéos. OK, donc on continue ici. On va terminer par l'évaluation. Air Liquide. Le marché paye 20-25 fois les bénéfices. Moi, je vais payer 20 fois les bénéfices ici. Si vous êtes trop optimiste, payez 25 fois. OK, en tout cas. On va réfléchir de toutes les façons en termes de rendement. Ça veut dire quoi réfléchir en termes de rendement? En date d'aujourd'hui, Air Liquide étant un business assez prévisible, si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus, disons d'ici 2025, vu que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici, on s'attend à 7,70 €. Par rapport au prix actuel, 163 €, on a un rendement sur coût de 4,7%. Donc si cette compagnie s'échange à 25 fois les bénéfices, on aura une légère sous-évaluation. Parce que normalement, si c'est 25 fois les bénéfices, ça va donner ici 4%. OK? Donc, 100 divisé par 25, ça donne 4%. Donc, c'est-à-dire ici qu'on sera légèrement sous-évalué ici de, voilà, à peu près, on va se dire, divisé par 1,18. On aura à peu près un potentiel de croissance de 18% en supplément ici. D'accord? Ça pourrait être intéressant, mais la condition, c'est si l'entreprise continue à s'échanger à 25 fois les bénéfices. Or, c'est une longue période de temps. On a une moyenne de 20. Et si on a une moyenne de 20, ce qui veut dire que je ne paierai pas plus que 154 € l'action pour les bénéfices nets attendus en 2025. OK? Et quand on prend en considération ici le ratio, les bénéfices nets de 2025 par rapport au prix actuel, 163 €, on a un rendement de 4,7%. Moi, je recherche du 8%, même si tu t'appelles Air Liquide. Donc, au mieux, je sais que si je l'achète aujourd'hui, c'est une compagnie qui est correctement évaluée. OK? Pour moi, c'est correctement évalué. Maintenant, on va me dire, oui, mais le dividende est croissant, les actions gratuites, je vous ai dit que ça a un impact sur les bénéfices nets. OK? Donc, ça n'aura pas d'impact sur la valeur globale de la compagnie. OK? Donc, quand on va regarder ici, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement de 3,94% ici aujourd'hui. Si on attend à peu près les bénéfices nets de 2025, on aura à peu près, si ça se réalise, vu que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici, vous pouvez le voir à partir de ces niveaux-ci, c'est une période de 2 ans. Par rapport à leurs prévisions ici, ils ont tendance à être dans le vrai. Donc, c'est un business assez prévisible. Donc, si on distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 par rapport au prix actuel, on a du 4,7%. Max, grand max. OK? Donc, aujourd'hui, on a 1,81. Je sais que le plafond de verre, au moins d'ici 2025, c'est 4%, 4,7% par là. En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais dire une chose, Air Liquide est juste correctement évalué sans plus. Idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours, au moins, je dis bien au moins, moi je cherche le 8%. Je sais qu'il y a toujours des gens qui vont dire, oui, mais ça ne va jamais arriver à ce prix. Le terme jamais n'existe pas en bourse. Ça n'existe pas du tout. Donc, aux alentours d'une centaine d'euros, peut-être que ça pourrait être intéressant. Je ne vous ai pas dit ici que Air Liquide est surévalué, je vous ai dit qu'elle est correctement évaluée. Donc, il y a de grandes chances que même en payant le prix actuel, si le business reste qualitatif, donc maintient les marges, ok, maintient du niveau d'endettement assez correct ici, maintient à peu près des multiples moyens de valorisation, on ne surpaye pas. Ok, on ne surpaye pas. Mais maintenant, en lisant les rapports financiers, si le management nous mentionne que nous avons des objectifs ici de 20% par exemple en termes de bénéfices nets, ça pourrait être assez intéressant. Ok, donc allez toujours regarder, lire les rapports financiers. En tout cas, pour moi, Air Liquide, quelqu'un qui rachète du Air Liquide aujourd'hui ne surpaye pas. Mais il ne doit pas s'attendre à grand-chose non plus. Ok, tant mieux s'il y a quelque chose en supplément, mais voilà, on ne surpaye pas. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une entreprise extraordinaire à avoir toujours en watchlist.
D'accord? Donc, pour ceux qui en ont fait l'acquisition depuis à un prix plus bas que ça, voilà, si je suis aux alentours ici des 120 €, je dors tranquille. OK? En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la promotion se termine le 10 du mois de novembre pour le service Top Premium Plus qui inclut 14 formations thématiques, 2 notes d'analyse par mois sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi, à peu près que j'appelle notes de rappel ici, pour les questions thématiques, dépendamment de certaines industries. On en a à peu près une quarantaine. OK, donc il y a plusieurs types, il y a à peu près une 75 industries différentes ici. 11 secteurs d'activité, 75 industries différentes. Donc, on a à peu près des checklists thématiques pour toutes ces entreprises-là. OK, c'est bien de savoir à peu près la géographie d'opération. Ça, c'est une question d'ordre général. Mais en particularité, ici, quand vous allez voir à peu près, quand vous allez lire le rapport financier, c'est une compagnie ici qui vend, par exemple, qui fait de la vente au détail. Il faut poser des questions par rapport ici à l'inventaire. C'est important. L'inventaire est important. Quelle méthode d'inventaire on utilise ici? Parce que dépendamment de la méthode, ça peut avoir un impact sur le BFR. En tout cas, si ça vous intéresse, retrouvez-nous tout ça et vous pouvez retrouver tous ces éléments-là dans le Top Premium Plus. En tout cas, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.